Je m'appelle Hélène Morel. J'ai 63 ans et je vis à Calais, seule dans cette maison qui me semble parfois trop vaste depuis la mort de mon mari, il y a 8 ans déjà. La Manche n'est qu'à quelques rues, je sens souvent son odeur âcre de sel et d'algues dans le vent qui traverse mes fenêtres. J'aime cette ville, malgré sa rudesse, malgré ses hivers qui mordent la peau. Ici, j'ai élevé ma fille unique, Camille, ma fierté, ma raison de vivre. J'étais partie pour un voyage en Europe, un cadeau que je m'étais enfin offert après des années à repousser mes propres envies. J'avais visité Prague, Vienne, Florence. J'avais pris des photos, acheté quelques chocolats raffinés et une petite paire de gants en cuir italien pour Camille. Elle m'avait dit, « Maman, profite, tu le mérites. » Je la croyais heureuse, mariée depuis 8 mois à Julien, un jeune homme séduisant, souriant, trop charmeur à mon goût, mais que j'avais appris à tolérer. En rentrant à Calais ce soir-là, ma valise encore pleine des odeurs d'hôtels étrangers et mes bras chargés de cadeaux, je n'avais qu'une hâte, surprendre Camille, déposer sur sa table ses douceurs et retrouver son sourire. Mais sur le pas de la porte, une enveloppe blanche, froissée, m'attendait. Le logo de l'hôpital de Lille y était imprimé en bleu sombre. Je me suis figée. Mes doigts tremblaient en l'ouvrant. Service de réanimation prière de contacter la famille de Madame Camille Lefebvre. Admission le 6 mars suite à accident grave. Le papier m'est tombé des mains. Mon souffle s'est brisé dans ma gorge. 6 jours. Ma fille, ma seule enfant, était dans un service de soins intensifs depuis 6 jours, et moi je déambulais dans les ruelles de Florence, inconsciente, souriante devant des fontaines. Je me suis précipitée dans un taxi, la valise encore dans le couloir, et j'ai ordonné au chauffeur de m'emmener à l'hôpital. Tout le trajet, mes yeux fixaient le vide. Pourquoi n'avait-elle pas appelé? Pourquoi son mari, Julien, ne m'avait-il pas prévenu? Il avait mon numéro, mes coordonnées en Italie. Le silence me paraissait déjà une trahison. Quand les portes automatiques du service de réanimation se sont ouvertes, une infirmière m'a accueillie. Elle m'a reconnue aussitôt, « Vous êtes la mère de Camille? Venez, il faut que vous sachiez. » Sa voix, douce mais professionnelle, ne laissait filtrer aucune chaleur. Elle m'a expliqué que Camille avait été victime d'un accident de voiture. Julien conduisait, à près de 150 km/h sur l'autoroute A1, alcoolisé. Il avait percuté la glissière en béton. Camille ne portait pas de ceinture. Elle avait été projetée contre le pare-brise, le crâne fracturé, plusieurs côtes brisées, une jambe fracturée, un poumon perforé. Julien, lui, n'avait eu que quelques égratignures. Il avait signé les papiers d'admission, puis avait disparu. Plus de visites, plus de nouvelles. L'hôpital avait tenté de le joindre pour les décisions médicales, mais en vain. Je n'ai pas pleuré. Pas sur le moment. J'ai suivi l'infirmière jusqu'à la chambre. Et quand j'ai vu ma fille, allongée, intubée, méconnaissable sous les pansements et les machines, un cri muet s'est levé en moi. Mais ce n'était pas des larmes. C'était une promesse. Je me suis assise près d'elle, j'ai pris sa main glacée et j'ai murmuré, « Je suis là, ma chérie. Je vais te protéger. » Je n'avais pas encore conscience de l'ampleur de la trahison qui m'attendait. Mais déjà, quelque chose en moi s'était durci. L'instinct d'une mère, celui qui sent quand un danger rôde. Julien n'avait pas seulement fui, il avait abandonné ma fille à la mort. Et moi, je comptais bien comprendre pourquoi. Quand je suis sortie un instant pour respirer, le médecin est venu me parler. Il m'a expliqué le traumatisme crânien, la chirurgie d'urgence, le coma artificiel. Elle est jeune, cela joue en sa faveur. Mais le chemin sera long. J'écoutais, la gorge nouée, sans quitter du regard la porte de sa chambre. Puis, une pensée a traversé mon esprit comme un éclair, et Julien? Où était-il, en ce moment? Je l'ai découvert dès le lendemain matin. En consultant par réflexe le compte bancaire commun que j'avais jadis aidé Camille à ouvrir un vieux compte où j'avais placé quelques économies pour leur mariage, j'ai vu une série de retraits et de paiements extravagants. Hôtel de luxe à Nice, restaurant hors de prix, location d'un voilier privé. Le solde avait fondu en une semaine. Mon cœur s'est glacé. Pendant que ma fille luttait pour sa vie, son mari profitait d'un luxe indécent, avec l'argent qu'elle avait épargné. J'ai voulu croire à une erreur, mais une photo a balayé ce dernier espoir. Sur Instagram, un ami de Julien avait publié une image, une fête sur un yacht à Antibes. Champagne, musique, jeune femme en maillot.
Et Julien, au centre, rayonnant, le bras autour d'une brune que je ne connaissais pas. La légende disait, la belle vie, sans limite. Je suis resté figé devant l'écran de mon téléphone. La trahison était totale. Mon gendre ne se contentait pas de fuir la douleur, il célébrait son absence. À ce moment précis, quelque chose en moi s'est transformé. J'ai été comptable toute ma vie. J'ai passé 30 ans à vérifier des chiffres, des contrats, des comptes cachés. Je connaissais les rouages bancaires, les failles, les signaux d'alerte. Julien croyait peut-être que j'étais une vieille femme fatiguée, désemparée par le coma de sa fille. Mais il se trompait. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé ma conseillère bancaire, une femme que je connaissais depuis 20 ans. En quelques mots, d'une voix ferme, j'ai demandé, gelez immédiatement toutes les cartes liées à Julien Lefebvre. Bloquez ses accès. Je suis la cotitulaire. C'est urgent. Elle a hésité, puis accepté. En quelques minutes, les vannes financières de Julien se sont refermées. Je l'imaginais déjà, verre de champagne à la main, s'apprêtant à régler une addition astronomique, et voyant sa carte refusée. Un mince sourire amer a traversé mes lèvres. Ce n'était que le début. Car désormais, je n'avais plus une seule priorité, veiller sur Camille, et révéler la vérité. Julien allait comprendre qu'il avait sous-estimé la mauvaise personne. Et vous, si vous étiez à ma place mère trahie, grand-mère en devenir, femme encore debout malgré les coups de la vie, auriez-vous choisi de pardonner, ou de vous battre? Dites-le moi dans les commentaires. Et la nuit suivante, je ne quittais pas l'hôpital. Assise dans ce fauteuil raide, la main posée sur celle de Camille, je l'écoutais respirer au rythme de la machine. Chaque bip, chaque souffle artificiel était comme une gifle rappelant l'horreur de la situation. Je lui parlais doucement, comme quand elle était petite, en espérant qu'elle m'entendrait quelque part derrière ce voile de médicaments et de douleurs. Mais mon esprit, lui, ne trouvait pas le repos. Les images de Julien, rieur sur ce voilier, me hantaient. Plus je repensais à ce que l'infirmière m'avait raconté et son absence totale depuis l'admission, plus je sentais la colère se muer en lucidité froide. Il y avait trop de choses qui ne collaient pas, la vitesse excessive, l'alcool, et ce fameux contrat d'assurance vie que j'avais vu passer lors de leur mariage. Camille m'avait dit à l'époque, ce n'est qu'une formalité, Julien voulait qu'on soit protégé. Je n'y avais pas prêté attention. Mais aujourd'hui, je savais ce que « protection » signifiait pour lui. Au petit matin, je sortis quelques minutes prendre un café dans la cafétéria. J'appelai discrètement un ancien collègue, Marc, aujourd'hui conseiller juridique. Je lui exposai la situation. Il resta silencieux un moment, puis me dit « Hélène, il faut récupérer tous les documents. Police, hôpital, banque. Et surtout, protège Camille, fais interdire à Julien tout accès médical sans ton accord. » Ces mots me donnèrent un cap. Je retournai au service de réanimation. Je demandai à voir le médecin-chef, le docteur Lefort. Avec toute la politesse dont j'étais capable, je lui expliquai que je voulais être référente unique pour les décisions médicales. Il hésita après tout, c'était au conjoint de décider mais devant l'absence totale de Julien et l'urgence de la situation, il finit par accepter de me mettre en copie de chaque décision. Ce fut ma première victoire. Ensuite, je pris mon ordinateur portable. J'avais toujours gardé mes réflexes de comptable. Je me connectai au compte bancaire. Les relevés me révélèrent une réalité essaurante. Depuis 2 mois, Julien avait multiplié les retraits en liquide, les paiements dans des restaurants chics, des hôtels de la Côte d'Azur. Comme s'il se préparait à une autre vie, sans Camille. Et depuis l'accident, le rythme s'était accéléré. Je notais tout, date, montant, lieu. J'imprimais les preuves au service de reprographie de l'hôpital. À midi, l'inspecteur Moreau, un policier en civil, se présenta dans la chambre. « Madame Morel ? Je suis chargé du dossier de l'accident. » Sa voix grave contrastait avec la douceur de son regard. Nous sortîmes dans le couloir. Il me posa des questions sur Julien, sur leur mariage, sur la soirée de l'accident. J'avouai n'avoir aucune information, j'étais à l'étranger. Mais je lui parlais des dépenses récentes, des photos sur le yacht, de son absence. Il prit des notes, l'air de plus en plus préoccupé. Nous avons relevé un taux d'alcoolémie important, expliqua-t-il. Et il y a suspicion de vitesse volontaire. Nous devons comprendre pourquoi. Je répondis simplement, parce qu'il avait intérêt à ce qu'elle ne survive pas, mes mots résonnèrent dans le couloir.
L'inspecteur leva les yeux vers moi, surpris par ma franchise, mais il n'opposa pas de démenti. Le soir, épuisé mais déterminé, je reçus un appel de la banque. Julien avait tenté d'effectuer un retrait important à Marseille, mais sa carte avait été bloquée suite à ma demande. Il était furieux, m'expliqua ma conseillère. Je pus presque imaginer sa colère, son masque de séducteur se fissurant devant les autres. Une satisfaction glaciale m'envahit. Il ne s'en sortirait pas si facilement. Dans la chambre, Camille bougea légèrement les doigts. Mon cœur bondit. Je pressai sa main, croyant à un signe, mais ce n'était qu'un réflexe musculaire, dit l'infirmière. Pourtant, je décidai d'y voir un message, elle luttait, elle n'abandonnait pas. Alors moi non plus, je n'abandonnerai pas. Les jours suivants, j'organisai une stratégie. Chaque matin, je consultais les comptes pour traquer les tentatives de Julien. Chaque après-midi, je notais les progrès de Camille, si minimes soient-ils. Chaque soir, je compilais un dossier que je transmettais à l'inspecteur Moreau, capture d'écran, reçu, témoignage. Je savais qu'un jour viendrait où tout cela servirait devant un juge. Mais un détail me tourmentait, cette assurance vie. Je fouillais dans les papiers de Camille, rangés dans une boîte métallique chez moi. Là, entre des quittances EDF et des factures de téléphone, je trouvais le contrat. Montant assuré, 500 000 €. Bénéficiaire unique, Julien Lefebvre. Signé 2 mois après leur mariage. Mes mains tremblaient. Comment avais-je pu fermer les yeux à ce point? Je rapportai le document à l'hôpital et le montrai à l'inspecteur. Ses yeux se plissèrent. Voilà qui change beaucoup de choses. Il me promit qu'une enquête parallèle serait ouverte sur une possible tentative d'escroquerie à l'assurance. Pendant ce temps, Julien n'avait toujours pas remis les pieds à l'hôpital. Mais il envoya enfin un message, tard dans la nuit. Hélène, tout est allé trop loin. Je veux rentrer à Calais, mais j'ai besoin d'argent. Débloque-moi une carte, je dois être auprès de ma femme. Je restai longtemps à fixer l'écran. J'hésitais entre la rage et le rire. Sa femme? Celle qu'il avait jetée contre un pare-brise? J'effaçai son message sans répondre. Le lendemain matin, un autre SMS arriva, cette fois plus menaçant. Tu n'as pas idée de qui tu affrontes. Ce n'est pas toi, vieille femme, qui va décider. L'argent m'appartient. Je ressentis une étrange sérénité en lisant ces mots. Oui, il venait de montrer son vrai visage. Ce n'était plus un gendre séduisant. C'était un prédateur, et j'allais le combattre. Dans la chambre, je m'assis près de Camille. Ma chérie, lui chuchotai-je, tu dors encore, mais écoute-moi, il ne gagnera pas. Tu reviendras, et tu verras par toi-même. Je t'en fais la promesse. Ce soir-là, le médecin vint m'annoncer que la pression intracrânienne baissait. Ils allaient tenter de réduire la sédation progressivement pour voir si Camille pouvait émerger du coma. Mon cœur battait plus vite. Enfin une lueur d'espoir. Mais je savais que si elle se réveillait, elle aurait besoin de la vérité. Et moi, je devais être prête à la lui offrir. Le combat ne faisait que commencer. Le 3e jour de ma veille à l'hôpital, l'équipe médicale commença à réduire la sédation. J'assistais à chaque geste, chaque injection, chaque réglage des machines, le souffle suspendu. Le docteur Lefort me rappela qu'il ne fallait pas espérer un miracle instantané, le réveil après un traumatisme crânien est progressif, Madame Morel. Il faut de la patience. Mais dans mon cœur, chaque mouvement de ses paupières, chaque respiration un peu plus autonome me paraissait un signe d'espérance. Je lui parlais sans cesse. Je lui racontais mon voyage interrompu, les ruelles de Florence, les odeurs de Prague, la neige de Vienne. Je lui rappelais les histoires de son enfance, les berceuses que je lui chantais. Les infirmières me regardaient avec compassion. Continuez, madame, les patients entendent parfois plus qu'on ne croit. Pendant ces heures suspendues, mon téléphone vibrait sans cesse. Julien multipliait les messages. Après les menaces, il avait tenté l'apitoiement. Pardonne-moi, Hélène. J'ai paniqué. J'ai bu, j'ai perdu le contrôle. Mais je l'aime, tu le sais. Je dois être à ses côtés. Les mots sonnaient faux. J'avais devant moi les photos de ses fêtes, ses dépenses insensées, son absence glaciale. Je ne lui répondais plus. Un après-midi, alors que je sortais quelques minutes respirer l'air froid de mars sur le parvis de l'hôpital, mon téléphone sonna.
Ce n'était pas Julien, mais un numéro inconnu. Une voix féminine, hésitante, se présenta. « Madame Morel ? Je m'appelle Élodie. Je pense qu'il faut que vous sachiez quelque chose sur Julien. » Je restai figée. Elle expliqua d'une traite qu'elle avait fréquenté Julien 2 ans auparavant, sous un autre prénom. Ils avaient vécu une liaison intense, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il lui avait fait souscrire un crédit à son nom, puis l'avait quitté du jour au lendemain. J'ai vu les photos de lui dans la presse locale après l'accident. J'ai reconnu son tatouage. Soyez prudente. Je remerciai cet inconnu, le cœur serré. Ce n'était donc pas un accident isolé, ni une simple faiblesse. Julien avait un passé trouble, une stratégie répétée, séduire, exploiter, disparaître. Je rapportai cette information à l'inspecteur Moreau. Il fronça les sourcils. C'est très précieux. Nous allons vérifier ses antécédents. Vous comprenez, Madame Morel, que nous commençons à envisager l'hypothèse d'une tentative volontaire. Ces mots me glaçaient mais confirmaient mon intuition. Le soir, une infirmière entra précipitamment dans la chambre. Venez vite, elle bouge. Je me levai d'un bond. Les doigts de Camille serraient faiblement le drap, ses paupières papillonnaient. Je me penchai, bouleversée. Ma chérie, c'est maman. Je suis là. Un gémissement à peine audible franchit ses lèvres. Les larmes me montèrent aux yeux. Après tant de jours suspendus entre vie et mort, ma fille revenait vers moi. Les médecins intervinrent aussitôt, vérifiant chaque paramètre. Le docteur Lefort me souffla. C'est un signe encourageant. Ne vous attendez pas à de longues conversations, mais elles émergent. Je restai à son chevet jusqu'à l'aube, caressant son front bandé, répétant que je l'aimais. À l'extérieur, pourtant, le monde s'assombrissait. Julien, privé de ressources, avait tenté de régler un hôtel à Marseille. Sa carte avait encore été refusée. Il avait alors appelé furieusement la banque, prétendant à une usurpation d'identité. Mais la conseillère, fidèle à ma demande, ne céda rien. J'appris tout cela dans un rapport qu'elle m'envoya. L'image de Julien, humilié devant un récessionniste, me procura un soulagement amer. Mais je savais qu'il ne s'arrêterait pas là. Ses messages devinrent plus pressants, presque désespérés. Si tu continues, Hélène, tu détruis la famille. Je n'ai plus rien. Puis, plus inquiétant, quand Camille se réveillera, je saurai lui dire que c'est toi qui nous as séparés. Je compris alors qu'au-delà de l'argent, Julien voulait garder le contrôle. Contrôler sa femme, contrôler son récit, contrôler les apparences. Il ne pouvait pas supporter que je lui échappe. Je pris une décision, je ne serais plus seulement une mère au chevet de sa fille. J'allais devenir son bouclier. Et si la justice tardait, je construirais moi-même le dossier qui dévoilerait enfin le véritable visage de Julien Lefebvre. Le lendemain, à l'hôpital, Camille entr'ouvrit les yeux un instant. Sa voix était rauque, presque inaudible, mais j'entendis distinctement un mot, « Maman ». Je pris sa main. Elle était revenue. Et moi, je savais qu'elle aurait besoin de la vérité pour survivre à la trahison. Le réveil de Camille fut progressif, comme un rideau qui se soulève lentement après une longue nuit. Ses yeux, d'abord voilés, se posèrent sur moi avec une lueur d'incompréhension, puis une étincelle de reconnaissance. Je lui caressai doucement la joue. « Ne parle pas trop, ma chérie. Repose-toi. » Mais déjà, ses lèvres tremblaient pour former des mots. Les médecins avaient prévenu, la mémoire pouvait être fragmentée, les phrases confuses. Pourtant, dès les premières heures, Camille s'en alla chercher désespérément à me dire quelque chose. « Julien. » souffla-t-elle avec peine. Ce nom, lancé dans le silence de la chambre, résonna comme une blessure. Je l'apaisai, lui tenant la main. « Ne t'inquiète pas pour lui, concentre-toi sur toi. » Mais au fond, je brûlais de savoir ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait compris avant l'impact. Les jours suivants, elle reprit lentement des forces. Sa voix se fit plus claire, son regard plus vif. Un matin, alors que je lui lisais un article de journal pour l'occuper, elle m'arrêta. « Maman, l'accident. » Elle ferma les yeux, comme pour retrouver l'image. On s'est disputé. Il conduisait vite, trop vite. Je lui ai crié d'arrêter. Je me souviens, son visage, furieux. Et puis, plus rien. Ces mots tombèrent comme un coup près. Elle avait donc senti sa colère, sa volonté de l'intimider.
Peut-être même de la punir. Mon sang se glaça. Je décidai de ne pas lui révéler tout de suite les dépenses de Julien, ni ses fêtes sur la Côte d'Azur. Il était trop tôt. Elle devait d'abord retrouver ses forces. Cependant, je rapportai chaque détail à l'inspecteur Moreau. Il prit des notes méticuleuses, son regard se durcissant. Madame Morel, si votre fille confirme ses souvenirs devant nous, cela pourrait changer la qualification des faits. Nous pourrions passer d'un simple accident à une tentative d'homicide volontaire. J'acquiesçai, la gorge serrée. J'avais espéré la justice, mais entendre ce mot si brutal rendait la menace encore plus réelle. Pendant ce temps, Julien intensifiait ses manœuvres. Il m'envoya un nouveau message, plus long, presque théâtral. « Hélène, tu ne comprends pas. Camille ne t'écoutera pas. Quand elle saura que tu as bloqué mes comptes, que tu as appelé la police, elle te rejettera. Elle sait que je suis son mari, pas toi. » Je laissai ce poison s'afficher sur mon écran sans y répondre. Mais au fond, je savais que tôt ou tard, Julien tenterait de reprendre contact directement avec elle. Et cela arriva plus vite que prévu. Un après-midi, alors que je quittais brièvement la chambre pour rencontrer le médecin, je revins et trouvai Camille en larmes. Sur sa tablette, laissée par une infirmière, un message vidéo venait d'apparaître. Julien. Son visage était marqué par la fatigue, ses yeux injectés de sang. Mon amour, je t'en supplie, écoute-moi. Ta mère me monte contre toi. Je t'aime. Reviens vers moi. Camille tremblait, partagée entre la douleur et le doute. Je pris l'appareil et éteignis la vidéo. Ne l'écoute pas, ma chérie. Tout ce qu'il veut, c'est te manipuler. Mais je vis dans ses yeux l'ombre de l'hésitation. C'était cela, la force de Julien, même à 100, même démasqué, il savait insinuer le doute. Je passai la soirée à ses côtés, lui parlant doucement. Je lui racontais les souvenirs heureux, nos étés à 800, les promenades au bord de la mer. Mais dans mon cœur, je pris une résolution ferme, il fallait protéger Camille de son mari, même contre sa propre faiblesse. Le lendemain, je rencontrai de nouveau l'inspecteur Moreau. Je lui montrai le contrat d'assurance vie retrouvé dans les papiers de Camille. Il hocha la tête gravement. C'est un élément capital. Nous allons interroger les compagnies d'assurance. Julien avait tout à gagner à sa disparition. Le soir même, alors que je rangeais mes affaires dans la petite chambre d'hôpital, mon téléphone vibra. C'était un appel masqué. Je décrochai, méfiante. La voix de Julien, rauque, éclata. « Tu crois que tu peux me détruire, Hélène ? Tu n'es rien. Vieille femme, tu crois jouer à la justicière ? Mais moi, je ne perds jamais. » Puis le silence. Mon cœur battait à tout rompre, mais une certitude me traversa. Plus il montrait sa rage, plus il se trahissait lui-même. Je retournai auprès de Camille, qui dormait paisiblement. Je l'embrassai sur le front. « Repose-toi, ma fille. Laisse-moi m'occuper de lui. » Car désormais, je n'étais plus seulement une mère. J'étais devenue une adversaire. Et Julien allait apprendre que les mères qu'on croit fragiles savent parfois frapper plus fort que quiconque. Les jours passaient, lourds comme des blocs de pierre, et chaque matin je me réveillais dans ce fauteuil d'hôpital avec une seule pensée, protéger Camille. Elle reprenait lentement conscience, ses phrases étaient plus claires, mais ses yeux portaient encore cette brume de douleur. Parfois, elle me serrait la main comme pour s'ancrer à la vie. D'autres fois, elle murmurait « Pourquoi ?» Je savais très bien de quoi elle parlait, mais je me contentais de lui répondre « Repose-toi. Tu sauras tout en temps voulu. » Je savais que la vérité devait être livrée par étapes, pour ne pas la briser davantage. Pourtant, je n'étais pas seule à détenir des morceaux de ce puzzle. L'inspecteur Moreau revint me voir. Cette fois, il avait un dossier sous le bras. Il s'assit dans la petite salle attenante au service de réanimation. Sa voix était grave, nous avons vérifié les antécédents de Julien Lefebvre. Plusieurs signalements dans d'autres villes, sous d'autres identités. Toujours le même schéma, séduction, endettement de la compagne, disparition soudaine. Mais c'est la première fois que cela s'accompagne d'un accident aussi grave. Je fermai les yeux. L'appel de cette femme, Élodie, n'était donc que la pointe visible d'un iceberg. Julien n'était pas seulement un mari indigne. C'était un prédateur, méthodique, expérimenté. Madame Morel, reprit l'inspecteur,
nous avons désormais ouvert une enquête pour escroquerie et mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Mais pour aller plus loin, il nous faudra le témoignage de Camille. Quand elle sera en état. Je promis de l'y préparer doucement. Mais à l'intérieur de moi, une peur sourde montait, et si Julien, acculé, tentait un geste désespéré, cette peur se confirma le soir même. Alors que je descendais chercher un café, une infirmière m'alerta, « Votre gendre est venu. Il a demandé à voir Camille. » Je courus jusqu'au hall. Trop tard, il était déjà parti, refoulé par le vigile. Mais cette intrusion me glaça. Comment avait-il osé mettre les pieds ici? Je pris aussitôt rendez-vous avec un avocat, maître Dupuis, recommandé par Marc. C'était un homme calme, à la barbe grisonnante, dont la voix posée inspirait confiance. Je lui exposai la situation. Il hocha la tête, réfléchissant. Première chose, nous allons saisir le juge pour faire nommer un tuteur ad hoc, afin de retirer à Julien toute possibilité de décision médicale ou financière concernant votre fille. Deuxième chose, nous allons déposer plainte avec constitution de partie civile. Cela permettra de regrouper toutes les procédures. Ces mots me rassurèrent. Enfin, la loi pouvait devenir une arme entre mes mains. Pendant ce temps, Camille gagnait en lucidité. Un après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les stores de la chambre, elle me dit « Maman, il riait. » Juste avant l'impact. Je l'ai vu sourire. Comme si ça lui plaisait. Mon sang se figea. Elle commençait à se souvenir des détails. Je lui serrai la main, incapable de parler. Je pris sur moi de lui révéler une partie de la vérité. Je lui montrai une impression d'un relevé bancaire, retrait à Nice, Marseille, Antibes. Puis une photo imprimée, celle du yacht. Camille blêmit, détourna les yeux. Avec une autre femme? Demanda-t-elle d'une voix éteinte. J'acquiesçai doucement. Ses larmes coulèrent en silence, mais je savais qu'il valait mieux une douleur immédiate que le poison du doute. Le soir, je consignai tout dans un carnet, ses paroles, ses souvenirs, ses réactions. Je voulais un dossier complet, car je savais que Julien tenterait d'inverser la vérité. Et il le fit, sans attendre. 2 jours plus tard, je reçus une lettre d'un cabinet d'avocats de Paris. Un courrier sec, administratif, Julien demandait à redevenir référent conjugal pour toutes les décisions concernant sa femme. Il affirmait que j'avais abusé de ma position pour l'écarter, et qu'il souffrait de ne pas pouvoir veiller sur l'amour de sa vie. J'apportai la lettre à maître Dupuis. Il sourit, un sourire froid, c'est une manœuvre classique. Mais son absence pendant des semaines, l'épreuve de ses dépenses, son comportement à l'hôpital, tout cela joue contre lui. Il rédigea immédiatement une requête d'opposition. Je ressortis du cabinet la tête haute. Moi, simple veuve de Calais, je me retrouvais soudain dans un combat judiciaire qui me dépassait autrefois. Mais aujourd'hui, je n'avais plus peur. Quand je revins à l'hôpital, Camille m'attendait. Ses yeux étaient rougis. « Dis-moi tout, maman. » Tout. Alors je lui racontai, par morceaux, les fêtes sur la Côte d'Azur, l'argent envolé, l'assurance vie. Elle m'écoutait sans m'interrompre, le visage fermé. Puis elle dit, « Je témoignerai. Je dirai ce que je sais. » Je l'embrassai sur le front, les larmes aux yeux. Elle n'était plus seulement une victime. Elle devenait ma complice dans ce combat. Cette nuit-là, alors que je veillais à nouveau dans la chambre, j'entendis au loin le cri d'une mouette. Dans la lumière blafarde des néons, je compris que la mer, là-bas, continuait de battre contre la digue. Et moi, comme elle, j'étais devenue une force patiente, tenace, impossible à briser. Julien pensait avoir affaire à une vieille femme fragile. Mais il allait découvrir qu'à Calais, les marées emportent toujours les imposteurs. Les semaines suivantes furent un long enchaînement de démarches et de nuits sans sommeil. Je partageais mes journées entre la chambre de réanimation, où Camille retrouvait peu à peu ses forces, et le bureau de l'avocat, où s'empilaient les preuves de la trahison de Julien. Maître Dupuis avait agi vite, une ordonnance provisoire avait été rendue, retirant à Julien toute autorité sur les décisions médicales. J'étais désormais la seule à pouvoir signer. Ce simple papier, cacheté du sceau du tribunal, me procura un sentiment de victoire. Mais la bataille était loin d'être terminée. Un matin de pluie, alors que les gouttes martelaient les vitres de l'hôpital, l'inspecteur Moreau vint me trouver. Son imperméable dégoulinait encore lorsqu'il posa un dossier sur la table de la petite salle de visite.
Nous avons reçu le rapport complet sur l'accident, Madame Morel. Sa voix s'était faite plus grave. Julien roulait à 152 km/h. Taux d'alcoolémie, 1,1 g par litre. Et nous avons retrouvé dans son téléphone des messages envoyés quelques minutes avant le choc. Il écrivait à un ami, « Ce soir je règle ça. Elle ne m'échappera pas. » Je sentis mes mains trembler. Ces mots, secs comme des balles, confirmaient ce que mon instinct savait déjà. Julien n'avait pas seulement conduit dangereusement. Il avait prémédité. Camille, de son côté, reprenait ses esprits. Elle parlait désormais sans hésitation. Un soir, alors que je lui lisais une lettre de soutien envoyée par une cousine, elle m'arrêta. « Maman, je me souviens. » Il criait que je gâchais sa vie. Que j'étais trop naïve, trop lente, que je l'empêchais de réaliser ses projets. Et puis, son regard. C'était comme un masque qui tombait. Il a accéléré. J'ai eu peur comme jamais. Après, plus rien. Ses yeux s'emplirent de larmes. Je la pris dans mes bras, retenant les miennes. Dès le lendemain, elle fit une déposition officielle, dans sa chambre d'hôpital, devant l'inspecteur. Sa voix était encore fragile, mais chaque mot tombait comme un coup de marteau. Moreau hochait la tête, notant chaque détail. Cela renforce considérablement notre dossier, dit-il en rangeant son carnet. Entre-temps, Julien s'agitait. Privé de compte bancaire, de cartes, il tentait d'obtenir des liquidités par tous les moyens. Un huissier informa Maître Dupuis qu'il avait essayé d'hypothéquer l'appartement conjugal, mais la banque avait refusé, la signature de Camille manquait. Plus il s'enfonçait, plus il révélait sa véritable nature. Un soir, je reçus un appel inattendu. Une voix féminine, hésitante. « Madame Morel ? Je m'appelle Sandrine. J'ai connu Julien, il y a 3 ans. » Elle raconta son histoire, même scénario, même séduction, même disparition après qu'elle eut contracté un prêt à son nom. Elle avait porté plainte, mais l'affaire avait été classée faute de preuves. Je suis prête à témoigner, si cela peut t'aider. J'en eus le souffle coupé. Julien n'était pas un mari malchanceux. C'était un prédateur en série. Nous rencontrâmes Sandrine dans le cabinet de Maître Dupuis. Ses mains tremblaient en sortant de son sac des copies de relevés bancaires, des photos, des messages. Tout concordait. Mon avocat dressa un dossier d'une épaisseur impressionnante. Avec ça, dit-il, nous allons démontrer un schéma d'escroquerie systématique. Julien n'aura aucune échappatoire. Pendant ce temps, Camille progressait. Elle put quitter la réanimation pour une chambre classique. Ses premiers pas furent hésitants, soutenus par un kinésithérapeute, mais je vis dans ses yeux une étincelle nouvelle, la volonté de se reconstruire, coûte que coûte. Un soir, elle me dit, « Maman, je veux qu'il paie. Pas seulement pour moi. Pour toutes les autres aussi. » Je serrai sa main. « Il paiera, ma chérie. Je te le promets. » Le lendemain, la presse locale commença à flairer l'affaire. Un article titrait « Soupçon d'escroquerie et de tentative d'homicide à Calais et un mari dans la tourmente ». On y évoquait un certain J.L., sans citer de nom, mais tout le monde comprit. Des voisins me regardaient différemment dans la rue, certains avec compassion, d'autres avec curiosité malsaine. Je n'avais que faire de leur regard. Je savais que la lumière de la vérité, même crue, finirait par protéger ma fille. Julien, lui, réagit par une lettre enragée, envoyée par son avocat parisien. Il exigeait de pouvoir revoir sa femme, clamait qu'elle était manipulée par une mère possessive, et menaçait de poursuites pour diffamation. Je lus la lettre à voix haute devant Maître Dupuis, qui éclata d'un rire sec. Plus il s'énerve, plus il se perd. Continuez de rassembler des preuves. Alors je continuai. Je dressai une chronologie, de la rencontre de Camille avec Julien jusqu'à l'accident, en passant par chaque dépense suspecte. J'y joignis les témoignages des anciennes victimes, les relevés bancaires, le contrat d'assurance vie. Chaque page était comme une pierre de plus dans le tombeau qu'il s'était lui-même creusé. Et chaque soir, en regardant ma fille respirer paisiblement, je me répétais la même phrase, il croyait avoir épousé une proie. Il a rencontré une meute. Car désormais, je n'étais plus seule. J'avais avec moi la justice, l'avocat, les témoins, et surtout la force d'une mère qui n'avait plus rien à perdre. Julien pouvait bien hurler, menacer, se débattre. La marée montait inexorablement. Et cette fois,
elle était pour lui. Le printemps s'installait à Calais, mais je ne voyais rien des fleurs nouvelles ni des ciels plus cléments. Toute mon attention se concentrait désormais sur une batte, l'audience préliminaire au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. C'était la première fois que Julien devrait comparaître devant un juge, en présence d'avocats, de policiers et surtout de Camille et moi. La salle d'audience, ce matin-là, me parut à la fois immense et étouffante. Les bancs en bois craquaient sous le poids des curieux, journalistes locaux et voisins avides de détails. Camille était assise à mes côtés, pâle encore mais déterminée, son bras soutenu par une attelle. Ses yeux fixaient le vide, comme pour éviter le contact avec les regards. Je lui tenais la main, sentant sa nervosité. Quand Julien entra, encadré par 2 gendarmes, un murmure parcourut la salle. Il avait perdu de son éclat. Ses cheveux, autrefois soigneusement coiffés, pendaient en mèches ternes. Ses traits creusés laissaient voir la fatigue et la colère. Pourtant, en apercevant Camille, il tenta un sourire, ce sourire de séducteur qu'il croyait irrésistible. Je sentis ma fille se crisper et détourner les yeux. Le juge ouvrit la séance. Monsieur Julien Lefebvre, vous êtes poursuivi pour escroquerie, abus de confiance, conduite en état d'ivresse et mise en danger délibéré de la vie d'autrui. De plus, l'enquête explore la piste d'une tentative d'homicide volontaire. Avez-vous quelque chose à déclarer ? Julien redressa la tête, d'un ton faussement calme. Je suis victime d'un complot. Ma belle-mère manipule ma femme depuis l'accident. Je l'aime. Jamais je n'aurais voulu lui faire du mal. C'était un accident, rien d'autre. Quant à ces prétendues escroqueries, ce sont des mensonges inventés par des femmes rancunières. Sa voix résonnait, mais je remarquai les tics nerveux dans ses mains, ses yeux fuyant ceux du juge. Alors maître Dupuis se leva, posant sur la barre un dossier si épais qu'il sembla peser des kilos. Monsieur le Président, voici la chronologie des faits, relevés bancaires, témoignages, contrats d'assurance, photos de soirées où l'accusé dépensait sans compter pendant que sa femme luttait entre la vie et la mort. Il parla longtemps, posément, déroulant pièce après pièce, jusqu'à ce que la défense de Julien paraisse dérisoire. Puis ce fut au tour de Camille. Elle se leva, appuyée sur ma main. Sa voix tremblait au début, mais se raffermit vite. Ce soir-là, il avait bu. Nous nous sommes disputés. Il m'a dit que je gâchais sa vie. Il a accéléré. Je l'ai supplié d'arrêter. Il souriait. Je me souviens de son regard. J'ai cru qu'il allait me tuer. La salle retint son souffle. Julien détourna les yeux, blême. L'avocat de la défense tenta une manœuvre. Madame Lefebvre, n'est-il pas possible que votre mémoire soit altérée par le traumatisme ? Camille soutint son regard. Ce que je viens de dire, je ne l'oublierai jamais. Je crus voir, l'espace d'un instant, le masque de Julien se fissurer. Ses traits se durcirent, son sourire disparut. Je reconnus enfin l'homme que j'avais toujours soupçonné derrière ses manières charmeuses, un prédateur pris au piège. Le juge ordonna la prolongation de sa détention provisoire, en attendant une mise en examen formelle pour tentative d'homicide. À ces mots, un soulagement m'envahit. Ce n'était qu'une étape, mais une étape décisive. En sortant de la salle, les flashs des journalistes crépitèrent. On me demanda, « Madame Morel, pensez-vous que la justice sera rendue ?» Je répondis simplement, « Je ne cherche à la vengeance. Je veux la vérité, et je veux protéger ma fille. » De retour à Calais, dans le calme de ma maison trop grande, je m'assis longuement devant la fenêtre donnant sur la mer. J'entendais encore les mots du juge, les tremblements de la voix de Camille, le silence pesant de Julien. Je pris mon carnet et écrivis, « Aujourd'hui, il a enfin dû affronter ce qu'il est. Pas seulement un mari infidèle, mais un homme prêt à détruire celle qu'il avait juré d'aimer. » Puis je levai les yeux vers le ciel gris, et pour la première fois depuis des semaines, je respirai un peu plus librement. La bataille judiciaire ne faisait que commencer. Mais dans ce combat, je n'étais plus une simple veuve. J'étais devenu le témoin acharné d'une vérité que rien ni personne ne pourrait étouffer. L'instruction entra dans une nouvelle phase. Les jours devinrent une succession de convocations, de rapports, de nouvelles découvertes qui, chaque fois, renforçaient l'image d'un piège que Julien avait patiemment tissé. Un matin, l'inspecteur Moreau m'appela. « Madame Morel, nous avons reçu confirmation de l'assurance. » Sa voix, habituellement mesurée, contenait cette tension qui précède une révélation grave. Le contrat signé par votre gendre présentait des anomalies.
Faux justificatif de revenus, informations dissimulées sur ses dettes. L'assureur a porté plainte pour fraude. Je restai silencieuse quelques secondes. C'était donc encore plus sombre que ce que j'imaginais. Non seulement Julien avait cherché à profiter de la mort éventuelle de Camille, mais il avait bâti ce projet sur de fausses déclarations. L'escroquerie se doublait d'une préméditation glaciale. Lorsque je rapportai la nouvelle à Camille, elle pâlit. Alors tout était calculé. Même nos signatures, même nos papiers. Ses yeux se remplirent de larmes. J'ai dormi à côté d'un homme qui préparait ma mort. Je la pris dans mes bras, la laissant pleurer. Ses sanglots résonnaient comme une libération douloureuse, la lucidité revenait, et avec elle l'effondrement de toutes ses illusions. Dans les jours qui suivirent, d'autres femmes se manifestèrent. L'appel de Sandrine avait ouvert une brèche. 2 anciennes compagnes, retrouvées par la police, acceptèrent de témoigner. Toutes racontaient la même mécanique, séduction, manipulation financière, humiliation, disparition brutale. L'une d'elles, une institutrice de Lyon, confia « J'ai eu de la chance. J'ai failli signer un prêt pour lui. J'ai reculé au dernier moment. » Elle tremblait encore en l'évoquant. Je compris alors que Julien n'était pas seulement un mari défaillant, mais un prédateur en série qui répétait ses scénarios comme d'autres rejouent une partition. Mon sang se glaça à l'idée que Camille avait été choisie parce qu'elle était douce, confiante, prête à croire au grand amour. Avec Maître Dupuis, nous organisâmes les preuves en un dossier implacable. Chaque pièce avait son poids, le contrat d'assurance, les relevés bancaires, les témoignages d'anciennes victimes, les photos de fête, les messages retrouvés dans son téléphone. Tout dessinait une ligne droite menant à la tentative de meurtre. Un soir, alors que je rangeais mes papiers dans la cuisine, je me surpris à sourire amèrement. Moi, simple veuve de Calais, j'étais devenue une archiviste de la vérité, une stratège malgré moi. Je n'avais pas choisi ce rôle, mais c'était le seul moyen de sauver ma fille et de redonner un sens à ma propre existence. Camille, de son côté, progressait à pas lents. Elle retrouvait l'usage de sa jambe blessée, accompagnée par le kinésithérapeute. Ses premiers pas furent tremblants, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. « Je marcherai au tribunal, maman, dit-elle. Je veux qu'il me voie debout. » Ces mots me bouleversèrent. Le climat changea quand la presse nationale s'empara de l'affaire. Les titres défilaient, l'escroc de Calais, du charme aux menottes, un mariage, un accident, une assurance vie. Les journalistes campaient devant l'hôpital. Je dus apprendre à passer tête d'essai, refusant les micros, protégeant Camille de cette curiosité vorace. Mais cette lumière médiatique avait aussi un avantage, Julien ne pouvait plus se cacher. Chaque tentative de nier devenait ridicule face aux faits accumulés. Un après-midi, alors que je consultais encore mes notes, je reçus un appel de Maître Dupuis. « Hélène, nous venons d'apprendre que Julien a proposé un accord. » Je restai interdite. « Un accord ? » Oui, il se dit prêt à reconnaître certaines dettes, à renoncer à une partie des biens, si nous abandonnons les poursuites pour tentative d'homicide. Je sentis la colère me submerger. Comment osait-il marchander la vie de ma fille comme une simple transaction ? Dites-lui qu'il n'y aura aucun accord. Il paiera. Jusqu'au bout. Le soir, je racontai cela à Camille. Son visage, marqué par la fatigue, s'illumina d'une flamme de colère froide. Qu'il sache que je serai là, maman. Je parlerai devant le juge. Je ne veux plus jamais être son silence. Je compris alors que la jeune femme risée de l'hôpital redevenait peu à peu une combattante. Dans la solitude de ma maison, en écrivant dans mon carnet, je notais « Nous ne sommes plus dans l'ombre. Chaque preuve est une lumière. Et chaque lumière rapproche la vérité. » Julien croyait que tout se négociait, même une vie humaine. Mais il avait oublié une chose, certaines mères ne négocient jamais quand il s'agit de leurs enfants. La mère, dehors, grondait contre les quais de Calais. Je la regardai un instant. Comme elle, j'étais devenue inlassable, patiente et violente à la fois. Julien pouvait encore gesticuler, mais la marée de la vérité montait. Et rien ne l'arrêterait point. Le jour du procès s'annonça comme une tempête. La ville entière semblait en parler, et à Calais on ne parlait plus que de « l'affaire Lefebvre ». La salle d'audience de Boulogne-sur-Mer était bondée, saturée de journalistes, de voisins, de curieux. J'avais passé la nuit blanche, assise auprès de Camille qui dormait encore difficilement. Elle avait insisté,
je viendrai, maman. Il faut qu'il me voie. Son courage me serra le cœur. Quand nous entrâmes dans la salle, les murmures se turent. Camille marchait lentement, appuyée sur sa béquille, mais elle marchait. Son visage pâle, encadré de ses cheveux clairs, avait une gravité nouvelle. Elle n'était plus la jeune épouse séduite, elle était une survivante. Je sentis une vague de fierté mêlée de douleur. Julien, assis dans le box, leva la tête. Son regard se posa sur nous, d'abord avec ce sourire mécanique qu'il croyait encore charmeur. Puis ses yeux se durcirent en voyant Camille debout, en vie, prête à témoigner. J'eus l'impression que, pour la première fois, il réalisait qu'il avait perdu son pouvoir. Le président du tribunal ouvrit les débats. L'accusation rappela les faits, l'accident, la vitesse, l'alcool, les messages retrouvés dans son téléphone, le contrat d'assurance frauduleux, les dépenses insensées. Chaque élément tombait comme une pierre, alourdissant le silence. L'avocat général parla un plan prémédité, motivé par l'argent et facilité par la manipulation psychologique. Puis vint le temps des témoignages. Camille fut appelée à la barre. Je sentis sa main trembler dans la mienne avant qu'elle ne se lève. Sa voix, faible mais ferme, résonna dans la salle. J'ai cru qu'il allait me tuer. Il riait. J'ai crié d'arrêter, mais il a accéléré. Je me souviens de la peur. Et du choc. Ces mots, simples, firent frissonner l'assistance. Julien détourna le regard, blême. Ensuite, les anciennes compagnes de Julien se succédèrent. Sandrine, la voix tremblante, raconta le pré-forcé. Élodie évoqua les humiliations, les mensonges, la disparition. Une institutrice de Lyon décrivit les mêmes stratagèmes. Chaque récit dessinait un portrait identique, celui d'un homme qui séduisait pour détruire, qui mentait pour s'enrichir, qui disparaissait dès qu'il avait obtenu ce qu'il voulait. Je fus appelé à mon tour. Je me levai lentement, le cœur battant, et posai mes mains sur la barre. Je suis Hélène Morel, la mère de Camille. J'ai vu ma fille allongée, entre la vie et la mort, tandis que son mari dépensait notre argent dans des fêtes. J'ai retrouvé un contrat d'assurance vie frauduleux où il espérait toucher un demi-million d'euros en cas de décès. J'ai lu ces messages, ces menaces. Alors j'ai compris, ce n'était pas un accident. C'était une tentative de meurtre. Ma voix s'éleva, claire malgré les larmes. Dans le box, Julien explosa. Mensonge. Cette femme m'a toujours détesté. Elle me manipule. Son avocat tenta de le calmer, mais ses cris résonnaient, dévoilant sa fureur. Le président frappa de son maillet. Silence. La salle entière avait vu ce que je savais déjà, son masque venait de tomber. Les plaidoiries s'étirèrent, longues et techniques. L'avocat de Julien parlait des erreurs de conduite, de mémoire traumatique altérée, de passion amoureuse. Mais ces mots se heurtaient aux preuves, aux témoignages, aux regards accusateurs. À la fin, l'avocat général se leva. Cet homme a voulu transformer l'amour en contrat, la vie en capital, le mariage en escroquerie. Il a conduit volontairement vers la mort celle qui partageait sa route. Pour cela, nous demandons la réclusion criminelle à perpétuité. Le silence tomba, lourd comme un verdict. Je regardai Julien. Ses mains serraient les barreaux du box, ses yeux lançaient des éclairs. Mais il n'y avait plus de charme, plus de séduction. Seulement la rage nue d'un homme démasqué. Camille posa sa main sur la mienne. Elle murmura, « Quoi qu'il arrive, maman, nous avons gagné. » Et je compris, oui, quelle que soit la peine prononcée, nous avions arraché la vérité à son emprise. Quand l'audience fut suspendue, nous sortîmes dans la lumière du soir. Les caméras crépitaient, les journalistes criaient des questions. Je n'entendis rien. Je levai simplement les yeux vers le ciel de Boulogne, strié de mouettes et de nuages. Pour la première fois depuis des mois, je respirais. La sentence tomberait bientôt. Mais, au fond de moi, je savais que le plus important avait déjà eu lieu, Camille était vivante, debout, et l'homme qui avait voulu la briser était enfin réduit à ce qu'il était vraiment, un imposteur. Le verdict fut prononcé un matin de juin, dans une salle glaciale où le temps semblait s'être suspendu. Camille et moi étions assises côte à côte, nos mains entrelacées, nos regards fixés vers l'estrade. Le président lut la décision d'une voix ferme, sans tremblement. Vu les faits, les témoignages, les pièces produites.
Le tribunal déclare Julien Lefebvre coupable d'escroquerie, de fraude à l'assurance et de tentative d'homicide volontaire sur son épouse, Camille Lefebvre. Il est condamné à 25 ans de réclusion criminelle, assorti d'une période de sûreté. Un murmure parcourut la salle. Je sentis Camille trembler à mes côtés, puis ses larmes couler, silencieuses. Elle ne pleurait pas de douleur, mais de délivrance. Quant à moi, je restais immobile, comme pétrifié. J'attendais ce moment depuis des mois, je l'avais rêvé, imaginé 1000 fois. Et pourtant, face aux mots officiels, je n'éprouvais ni triomphe ni jubilation. Seulement une fatigue immense, mêlée d'une étrange sérénité. Julien, dans le box, tenta de se lever, de crier une ultime protestation. Ces mots se perdirent dans le brouhaha. On l'emmena, menottes au poignet, sous les regards des gendarmes. Pour la première fois, il ne croisa pas mes yeux. Peut-être savait-il qu'il n'y trouverait plus de peur, seulement un mur infranchissable. À la sortie, des journalistes se pressèrent. « Madame Morel, que ressentez-vous » Je répondis doucement, « Je ressens que la vérité a parlé. Rien ne rendra à ma fille les mois de souffrance, mais au moins, la justice existe encore. » Puis je m'éloignai, refusant la clameur. Les semaines qui suivirent furent consacrées à la reconstruction. Camille entama une longue rééducation. Chaque pas était une victoire, chaque sourire un éclat de lumière retrouvé. Nous réapprenions à vivre, à cuisiner ensemble, à marcher au bord de la digue comme autrefois. Mais l'ombre de l'histoire restait là, tapie dans les silences. Un soir d'été, assises toutes deux sur la plage, Camille me confia « Je n'ai plus peur, maman. Mais je ne pourrai jamais oublier. » Je lui caressai la main. Oublier n'est pas nécessaire, ma chérie. Se souvenir, c'est aussi se protéger. Quant à moi, dans le calme de ma maison redevenue refuge, je pris la plume. J'avais besoin d'écrire, non pour la justice, mais pour les autres, pour toutes celles qui se taisent. Car ce que j'avais vécu n'était pas seulement l'histoire de ma fille. C'était celle de tant de femmes, séduites, trompées, humiliées, parfois détruites par ceux qui avaient juré de les aimer. Alors voici mes mots, mes derniers dans ce récit. Je m'adresse à vous, femmes de mon âge, mère, veuve, grand-mère, souvent invisibles aux yeux du monde. On nous croit fragiles, dépassés, utiles seulement quand il faut garder les enfants ou préparer un repas. On nous croit prêtes à tout accepter, à tout endurer en silence. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se lever. J'ai 63 ans. On m'aurait dit il y a un an que je tiendrais tête à un manipulateur, que je rassemblerais des preuves, que j'affronterais une salle de tribunal pleine à craquer, j'aurais ri. Et pourtant je l'ai fait. Parce que l'amour d'une mère, surtout quand on tente de l'écraser, devient une force insoupçonnable. Alors, à vous qui m'écoutez, si vous sentez qu'on vous méprise, qu'on vous vole, qu'on vous nie, ne baissez pas les yeux. Le silence est une chaîne. Brisez-la, parlez, cherchez les preuves. Allez frapper aux portes des avocats, des policiers, des juges. Vous n'êtes pas trop vieille, vous n'êtes pas trop faible. Vous êtes vivante et tant que vous respirez, vous avez ce pouvoir. Moi, Hélène Morel, veuve de Calais, j'ai appris que la dignité n'a pas d'âge et qu'un jour vient toujours où les imposteurs tombent parce que la vérité, même tardive, finit par briller. Ma fille marche de nouveau, elle rit parfois et son regard n'appartient plus à la peur. C'est ma plus belle victoire, pas celle des tribunaux, mais celle de la vie qui continue. Et à Julien, perdu derrière ses barreaux, je ne laisserai qu'un silence. Ce silence-là n'est pas celui de la soumission, c'est celui puissant des femmes qui ont enfin choisi de ne plus se taire.